Salut Florian, merci de venir ici pour partager ton travail. C'est toi qui m'as dit que tu avais écrit un roman de medieval fantasy, comme je le vois sur le Ulule que j'ai sur le côté. Donc je ne suis pas tellement renseigné sur justement ce que c'est. J'ai lu la page Ulule, mais j'ai envie de découvrir un petit peu aussi dans ce qu'on va dire ici. Et donc tu l'as écrit et fait éditer. Comment est-ce que tu as eu envie d'écrire ce livre-là? Et comment tout ça s'est déroulé, quoi, en gros? Au tout départ, j'avais un personnage en tête qui s'appelle Arcane, qu'on retrouve dans le roman. Et il avait une histoire. Et je voulais juste voir un peu ce que ça donnait si je mettais par écrit et voir où est-ce que ça peut aller. Mhm. Donc au début, c'était pas du tout, je pensais pas du tout écrire un livre. En fait, voilà, j'avais ce personnage, je voulais juste voir ce que j'avais en tête, ce que ça donnait. Et j'ai écrit 3 chapitres comme ça, juste pour voir. Je les ai partagés sur Internet, dans des communautés d'écriture. Et j'avais plutôt des bons retours. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Je me suis prise au jeu. J'ai découvert que j'aimais écrire, parce qu'en fait, avant, j'écrivais pas. J'aimais partager aussi ce côté de la création avec les gens. Et Mhm. ça a fait que de fil en aiguille, je suis arrivée à écrire une histoire complète, alors que je ne pensais pas du tout. Et ça s'est passé quand ça, en fait? Parce que là, c'est récent la campagne, mais quand est-ce que tu as commencé à l'écrire finalement? J'ai commencé à l'écrire pendant ma dernière étude en architecture, donc pendant mon projet de fin d'études, donc il y a 4 ans. Et c'était voilà, juste pour voir. Et 4 ans après, le roman, je l'ai terminé. Donc c'est un processus qui est assez long parce que j'étais pas à temps plein sur l'écriture. Mhm. J'ai toujours, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en projet de fin d'études, donc c'est un moment très intense. Ensuite, j'ai tout de suite travaillé et en parallèle, je faisais des études supplémentaires et j'écrivais. Ouais. Et après, j'ai travaillé pareil à temps plein, j'avais plus les études et là, j'ai terminé mon roman. Donc ça Ouais. fait des petits bouts partout. Bah, c'est ça, j'ai l'impression que c'est assez commun, enfin de ce que j'entends des fois de témoignages de gens qui écrivent, le côté sur la longueur parce que tu le fais à côté et que t'es pas directement, enfin t'es pas en train d'écrire pour vivre, donc t'as pas ce temps que tu Ouais, peux consacrer, tu peux pas te dire en 6 mois je fais un roman ou des choses comme ça. Enfin ça, c'est ça. surtout quand c'est le premier quoi. Tu sais pas encore trop Bah, comment tu gères le truc. c'est ça, tu te connais pas toi par rapport à ta façon d'écrire. J'ai appris beaucoup de choses entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui avec les corrections avec un Mhm. éditeur. Et oui, c'est pas pareil quand on est à temps plein dessus, ben déjà, il n'y a pas des moments où tu sors de ton histoire, tu reviens plus facilement, c'est plus facile d'entrer dans ce qu'on appelle le flow. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'histoire justement de ton roman, parce qu'il y a la page Ulule est toujours dispo même si la campagne est finie. Donc il y a un petit résumé de tout ça, mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette histoire? Eldora, donc c'est le nom du roman et c'est aussi le nom de la cité. Et c'est une cité qui est enfermée sur elle-même et sur son histoire. Donc elle est protégée de l'extérieur par des remparts qui sont infranchissables parce qu'on se protège de l'extérieur des créatures terribles qu'il y Mhm. a. Et à l'intérieur de cette ville, on va suivre différents personnages. Donc c'est un roman à plusieurs points de vue. Chaque chapitre, on prend le point de vue d'un personnage qui se situe à différents niveaux dans la société. Et donc, on va suivre les aventures de chacun qui sont assez différentes par leur milieu de vie. Je vois un peu ça comme tu sais, les films chorales où il y a plusieurs personnages. Le mot choral, c'est très joli. Je trouve que Mhm. je dis souvent à plusieurs voix, mais choral, je trouve que c'est plus poétique. Et oui, donc au départ, ils sont un petit peu séparés et au fur et à mesure, ils ont des liens en commun ou enfin des morceaux d'histoire en commun. Donc en fait, ça s'entrecroise et ça se décroise en fonction de l'histoire. Et par rapport à l'écriture en elle-même, enfin, je pense surtout à l'écriture de scénarios en général, quoi, de créer Mhm. des histoires. Est-ce que tu avais déjà conçu des histoires avant? Est-ce que tu t'es renseigné d'une certaine façon pour avoir des arcs narratifs qui fonctionnent? Comment est-ce que tu as structuré tout ça? Parce que entre écrire les actions d'une histoire et vraiment faire quelque chose qui soit structuré, composé et qui fonctionne vraiment dans sa structure, quoi, Mhm. c'est toute une mécanique et tout un travail finalement pour vraiment construire ça. Ouais. Au début, comme je te disais, je pensais pas écrire une histoire. Donc, je me suis pas intéressée à tout ce qui était technique ou structure qu'on D'accord? peut avoir dans un roman. Donc, ça jusqu'aux 3 premiers chapitres. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça me plaisait, donc je voulais aller plus loin. Et à partir de là, j'ai eu besoin de me renseigner un petit peu sur comment écrire un livre, comment le structurer. Donc, j'ai vu différentes méthodes, les méthodes flocons, des choses comme ça où tu défiles un peu tes idées.
Mhm. J'avais lu l'anatomie du scénario. Au niveau de la structure du premier tome, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit des... Ah, je les ai là. Je me suis fait des toutes petites fiches comme ça et j'ai écrit une phrase dessus. Une toute petite phrase en fait sur qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre. Et après, je les mets. Donc, c'est des fiches voilà, un peu colorées que j'ai écrit toutes les idées qui me venaient comme ça, une idée par petit carton. Et ensuite, je les ai mises tout à plat et je les ai réorganisées Mhm. pour arriver à la structure de mon plan. Donc, Ok, des ouais. fois, il y a des fiches, c'était une même idée finalement qui fusionnait ou deux idées qui venaient dans un chapitre. Et comme ça a fait toute la trame du premier tome. D'accord, je vois. Oui, surtout que là, si c'est pas une histoire linéaire, ou en tout cas, Mm. ça traite de différents personnages à différents endroits, donc il y a forcément l'aspect qu'est-ce que je place avant quoi, parce que même Ouais, si leur histoire se croise pas tout de suite, c'est important d'avoir tel personnage qui vit telle chose avant qu'on découvre tel autre personnage, parce ouais, que le lecteur, il va le lire d'un coup, quoi. Donc c'est il y a ça tout ce truc-là aussi exactement. qui est pas évident, certainement, à gérer, j'imagine. C'est une ligne droite, c'est-à-dire que chaque chapitre avance dans le temps. Ou alors Ok, ils peuvent être en parallèle, mais jamais un point de vue qui est avant l'autre. Comme ça, d'accord. le lecteur découvre vraiment voilà, une trame. C'était un choix personnel parce que, par exemple, George R. Martin, dans Game of Thrones, dans les livres, il Mhm. écrit aussi à plusieurs points de vue. Et lui, il a des chapitres qui se passent avant. Mais du Ouais. coup, moi, dans ma lecture de Game of Thrones, j'ai trouvé que c'était difficile de bien avoir cette temporalité. Et voilà, du coup, ça, c'était mon choix. Et comme tu dis, placer les événements au bon moment, c'est important parce que il faut pas qu'il y ait de retour en arrière, enfin, dans Mhm. ce que moi j'avais fait. À quel moment tu t'es demandé comment éditer ça, comment le montrer aux gens finalement? Est-ce que tu as envisagé Mm. de le montrer en ligne? Comment est-ce que tu as envisagé de le vendre? Est-ce que tu as cherché un éditeur? Est-ce qu'il t'a trouvé? Comment ça s'est passé ça? Au tout départ, donc je partageais les chapitres en ligne avec une communauté, ce qui Ouais, faisait aussi que j'avais des retours sur mes chapitres, qu'est-ce qui allait pas. Donc ça, c'est un peu la première phase de mon roman. Ensuite, donc le monde de l'édition, c'est très compliqué parce qu'il y a un marché qui est énorme. Donc, moi, je venais avec mon petit roman, c'est mon tout premier écrit. En plus, il se passe en deux tomes parce que je ouais. me sentais pas de le faire en un seul. C'est de la fantaisie, donc c'est un petit peu de la niche, même si aujourd'hui ça commence à sortir pas mal. Euh, donc en soi, je me sentais pas très sereine à l'idée je pensais pas que j'intéresserais un éditeur. Il y a beaucoup de concurrents aussi quelque part, que ce soit dans la niche fantasy ou autre. C'est ce qu'on disait avec Neb quand on parlait de bande dessinée sur l'édition. C'est que quand tu cherches un éditeur, finalement, tu es en concurrence avec les plus Tout grands, le en fait. monde, Donc finalement, si tu fais c'est une BD, ça. tu vas être en concurrence avec la personne qui en fait depuis 20 ans et qui a des succès tout le temps. Et c'est au même niveau pour l'éditeur. Il se dit j'édite Ouais. ça ou j'édite ça. Donc il y a ce truc-là qui est pas évident. Un éditeur, il faut savoir qu'il prend toujours un risque quand il signe une nouvelle personne qui n'est pas connue, dans le sens où c'est sa première œuvre. Il fait un peu le pari sur cet auteur, cet illustrateur, que ça va marcher. Donc, Ouais. c'est un pari financier. Donc, voilà. Donc, bah, pour toutes ces raisons je suis toute petite, c'est mon premier livre, je pensais pas intéresser. Donc, dans un premier temps, bah, je m'étais dit, je vais l'auto-éditer. Donc, j'ai terminé de l'écrire en avril 2019. Ça a été une rencontre un peu par hasard. J'ai toujours dit que j'écrivais autour de moi. Je n'avais Ouais. pas peur de dire j'écris. Le fait de dire que j'écris, en fait, c'est arrivé du bouche à oreille, dans l'oreille de celui qui deviendra mon éditeur et qui a dit ah bah elle écrit, bah ok, vas-y, enfin qu'elle m'envoie son histoire Mhm. et je lui donnerai mon avis dessus. Donc je lui ai envoyé, c'était pour un avis, pour avoir un avis d'un professionnel sur voilà qu'est-ce que ça valait. Et il m'a appelé quelques temps après, il m'a dit écoute c'est un coup de cœur, donc si ça t'intéresse, voilà je te propose de signer avec nous. C'est quelqu'un que tu connaissais pas, j'imagine. C'est Non juste je que le c'est passé connaissais d'une pas. personne à l'autre. Ouais Et au c'est final, ça. voilà quoi. Donc l'éditeur, Ouais. c'est quoi le nom de l'éditeur Alors, tu c'est vas. les éditions du Hamster. Ouais. C'est une maison qui est indépendante et qui se situe du côté de Strasbourg.
donc Ok. ma terre natale. Ouais. Comment ça s'est passé, enfin si tu veux bien en parler aussi au niveau financier, parce que il a pas, contrairement à une bande dessinée, parce que c'est le sujet qu'on avait traité dans une autre interview, où on envoie un dossier et on nous dit, ok, on va faire une BD, donc tu vas avoir un an pour le faire, on va te donner 10 000 euros pour le faire ou des choses comme ça. Mhm. La chose est déjà là finalement. Donc Ouais. comment ça marche à ce niveau-là? Alors, effectivement, là, c'est différent. Je sais que pour des grands auteurs type Musso ou des choses comme ça, ils ont cette paye en avance comme en bande Mhm. dessinée. Là, ça fonctionne différemment, c'est-à-dire que on met en place un contrat, tu cèdes tes droits d'édition sur ton œuvre et en échange, tu as des droits d'auteur. Donc la Ok. différence, c'est que moi, mes droits d'auteur, je les touche tout de suite parce qu'il n'y a pas des avances sur droit. Par Ok. contre, j'ai pas eu ce salaire en avance. Mhm. C'est-à-dire que si on fait beaucoup de ventes, tant mieux, j'ai beaucoup d'argent. Mhm. Non, c'est faux. Si on fait beaucoup de ventes, tant mieux, il y a plus d'argent. Si on fait pas de ventes, tant pis, il y a rien. Alors que Ouais. si tu as des avances sur droit, l'argent que tu as eu, tu l'as eu. Il t'est dû. Et donc toi, tu as à la fois l'édition, donc je crois que tu as dit que ça sortait en avril 2021 dans les librairies. Oui, alors, ouais, c'était en fait une date qu'on a mis un peu en sécurité parce que l'année 2020 a été ce qu'elle était. C'était difficile de savoir quand on allait pouvoir sortir le livre. Finalement, on a décidé de garder la première date de sortie, donc du 7 novembre 2020. Donc le livre est déjà sorti. On n'a pas pu faire la communication dans les salons ou en dédicace comme on aurait voulu, Ouais. mais ça a permis d'envoyer à toutes les personnes qui ont contribué en avance au livre, donc de déjà envoyer le livre. Et d'ailleurs, ça, comment ça marche, c'est un truc que je me demande, vu que à la fois, tu as l'édition, donc une maison qui se charge, j'imagine, d'imprimer, de diffuser, Mhm. mais tu as eu un budget sur Ulule. Et comment ça s'est passé ça? Enfin, comment est-ce que c'est divisé quelque part? À quoi est-ce que Oui. servent ces montants-là? Ulule, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie d'expérimenter. J'ai téléphoné à mon éditeur et je lui ai expliqué, voilà, écoute, j'aimerais bien faire une campagne Ulule, je m'en charge et est-ce que tu me donnes ton accord? Parce que Ouais. on a un contrat, donc il faut toujours qu'on discute entre nous pour savoir si on est d'accord. Donc il m'a dit oui, vas-y, pas de souci, tu fais ce que tu veux et voilà. Ok. Donc la campagne Ulule, c'est moi qui l'ai gérée entièrement. Et en fait, ça c'est propre à chaque auteur aussi avec son éditeur. Dans le contrat, tu peux acheter, toi en tant qu'auteur, un livre à ton éditeur. Donc tu as un pourcentage dessus de réduction et quand tu le vends, ta part est plus importante parce que c'est toi qui fais le travail de communication. Ok. Le seul risque que je prends, c'est que je confie les droits d'édition à un éditeur. Après, nous, on a une relation de confiance, ça se passe super bien. Des fois, ça peut mal se passer, Mhm. mais voilà, je n'ai avancé aucun argent. Et ça, jamais. Ok. Donc ça veut dire que sur les 5 000 de la campagne Ulule, ça a permis d'acheter le nombre de Voilà, livres qui ont déjà été commandés à l'éditeur, donc à un c'est prix plus ça, réduit, etc. Ok. exactement. Et ça a un autre avantage aussi pour la gestion pour mon éditeur, c'est que lui, pour un auteur, il va lui demander, à ton avis, tu vas vendre à peu près combien de livres dans ton entourage? Parce que tu Hmm. as tes parents qui vont t'en prendre, tes amis, voilà, à peu près combien? Donc toi, tu dis oui, 50. Donc il va en imprimer 50 de plus. Ouais. Mais si ces 50 ils sont pas vendus, c'est un stock qui est en attente. Ouais. Alors que là, avec la campagne Ulule, je pouvais lui dire exactement combien d'ouvrages je voulais parce que je savais qu'ils étaient déjà vendus. Bah, c'est vraiment ça l'intérêt Mm. des campagnes de ce genre-là. C'est un truc que je trouve vraiment plus pertinent en quelque sorte. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut construire à côté sa visibilité. Faire en sorte que les Ouais. gens sachent qu'on est là et qu'il y a un certain nombre qui soient OK pour acheter. Donc c'est plus ce travail-là qui se fait en amont. D'ailleurs, un truc par rapport au budget, parce que je vois que tu as mis un objectif de 1300 au départ. Mhm. C'était basé sur quoi? Là, c'est vrai que j'ai fait la conversion 50 livres vendus avec les frais de port, machin, comment la bascule. Par contre, ce que j'avais pas mis dans mon calcul, c'est que Mhm. j'avais des packs élevés
à 100 euros qui comprenait des illustrations, etc. Et bah, c'était pas la même chose que 20 euros du livre. C'est vrai, Du coup, ouais. mon calcul était un petit peu faussé, mais voilà, il partait de cet objectif de 50. Et de toute façon, c'est toujours pertinent de mettre un objectif assez bas, de pas mettre non plus quelque Oui, chose de c'est trop bas, mais il faut pas si... Enfin, en gros, si tu as besoin de 20 000 euros pour faire un projet, il vaut mieux éventuellement le mettre à 15, voire 12. Et le plus souvent, quand même, si tu arrives à ce niveau-là, ça va ensuite ouais. être multiplié. Et en plus, il y aura le côté un peu impressionnant de dire waouh, t'as fait 500% et tout, alors Mm. qu'en vrai, c'est ton vrai besoin, Ouais, tu vois. c'est ton. Donc, il faut Bon, toujours en faire ça, je pense. vrai, pour moi, déjà, 50 livres ou 1300 ou 1500 euros, c'était énorme. Ouais, bah Et c'est puis ça, après. il y a le côté, si on n'a encore jamais fait de projet comme ça, on peut avoir Mm. l'impression que c'est incroyable tout ça, mais en vrai, c'est vraiment un budget qui serait Ouais, très très bas, quoi. Et bah oui, je peux comprendre, après ça dépend le comparé rapport à qu'on a à d'autres ça. Ouais. campagnes, c'est sûr, mais moi, à mon échelle, mais j'étais. C'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de contributeurs, quoi, en vrai. Donc c'est des Ouais, gens qui connaissaient parce qu'ils suivaient les premiers chapitres que tu as mis, mais j'imagine aussi d'autres quand t'as commencé à en parler, ouais. quoi. On va dire que c'est un gros travail de communication, mais qui est pas ciblé campagne Ulule. Comme je te disais, j'ai toujours partagé mon travail librement en disant bah, prenez ou prenez pas. Moi, je donne. Mon compte Instagram illustration, ça doit faire au moins, enfin, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai. Quand la campagne Ulule s'est lancée, les personnes me connaissaient déjà. Il y en a d'autres qui m'ont découvert par la campagne, donc Mhm. c'était génial. Mais ouais, le cœur me connaissait et ensuite c'est ce cœur qui soutient mon travail qui a fait un effet boule de neige, qui en a parlé autour d'eux, qui ont partagé. Donc voilà, Ouais. ça a été. Je pense que c'est ça le gros qui a fait. Ok, donc encore une fois, construire déjà quelque chose à l'avance, Ouais, quoi. Sans forcément penser. En oui. plus, c'est ça aussi le truc, c'est que au tout début, quand tu as fait ton Instagram, tu te disais pas dans 8 ans, je Ah fais un non, livre, quoi. C'est juste, non, pas du ça tout. se construit, et puis après, finalement, les gens sont déjà là, quoi. Tu disais que dès le début, tu as partagé des chapitres et que tu as eu des retours. Donc, comment est-ce que tu as géré ce truc-là? Parce qu'il y avait à la fois des retours de lecteurs qui t'ont dit certainement, voilà, telle chose, je comprends pas, ou alors Mhm. là, j'ai bien aimé parce que. Mais ensuite, est-ce que tu as eu aussi des retours de l'éditeur pour Ouais, bien structurer tout sûr. ça et corriger des choses? Et comment est-ce que tu as géré ça? Parce que un roman, ça s'écrit pas d'une traite. Enfin, on écrit un Mm. premier jet, on corrige des choses, on restructure. Ouais. Comment est-ce que tu as fait tout ça pour arriver des idées jusqu'à vraiment la chose finie après les multiples réécritures que tu as eues certainement, quoi. Alors, il y a plusieurs étapes, comme tu dis. Le moment où je partage sur Internet et j'ai pas forcément cette volonté d'éditer, il faut prendre tout ça, voir ce qui, toi, avec quoi tu es d'accord. T'es Mhm. pas obligé de tout prendre parce que t'es pas d'accord forcément avec tout ou ça Oui. correspond pas à ce que tu veux construire. Donc, il y a déjà ce travail de tu pioches. Donc, ça, c'était, on va dire, la V0. Ensuite, j'ai eu un gros travail de réécriture personnelle avec une amie qui a fait la bêta lecture. Donc, elle m'a mis pareil, en fait, elle a tout lu et elle a tout commenté. Donc là, D'accord. pareil, tu fais ce travail de je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord, on en discute. Donc c'est cette version retravaillée que j'ai envoyée aux éditions du Hamster. Et Mhm. là, il y a eu encore un travail de réécriture, donc qui était bah, très gros et assez différent parce que il s'attarde pas forcément sur les mêmes points qu'en bêta lecture. Travail par chapitre, il me met un code couleur. Donc par exemple, le rouge, quand il sélectionne, ça veut dire que lui, d'après lui, c'est toujours des propositions. Il t'impose jamais. En rouge, il propose de supprimer la phrase. En bleu, c'est une réécriture qui te propose. Et en vert, je ne sais plus, enfin, voilà, des raccords. Et donc, il t'envoie ce chapitre plein de couleurs. Tu dis, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et tu réécris avec beaucoup de respect parce que Mhm. jamais il va amputer ton texte ou le modifier sans que toi, en fait, tu l'aies fait. Il te le dit, il faudrait faire ça, et c'est toi qui fais l'acte de le faire, si tu es d'accord. Est-ce que tu as des exemples qui te reviennent en tête de Ouais, qu'est-ce qui allait pas ou dans quelle direction tu as été au lieu de? celui où j'ai décroché mon téléphone, c'était sur l'action d'un personnage. Ok. C'est un personnage qui est très indépendant et elle pense à elle avant les autres.
Mhm. Et il y a une explosion dans la ville. Elle est avec une autre camarade de son clan. Et sa camarade tombe à terre, elle est blessée. Et le premier réflexe du premier personnage, c'est de regarder d'où vient l'attaque. Et mon éditeur me disait, mais c'est pas comme ça qu'elle devrait réagir. Elle devrait se précipiter sur son amie qui est qui est à terre, elle est blessée, plutôt Mhm. que de chercher d'où vient l'attaque. Et je dis, non, 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 ce personnage, il raisonne pas comme ça. Effectivement, moi, si j'étais elle, j'aurais de l'empathie, j'irais directement voir le personnage à terre. Mais pas elle. Elle, c'est une combattante. Voilà. Et Du en coup, c'est plus, là où. les deux se comprennent en plus parce que si Mm. là, quand tu me l'as dit, je me suis dit, elle cherche d'où vient l'attaque pour pas se faire attaquer elle, pas que ça Ouais, se reproduise et c'est ça. neutraliser ce qui a causé ça, quoi. Donc là, c'était assez intéressant de voir. Et puis, il m'a fait, ah oui, c'est vrai. Moi, je raisonnais Mhm. comme moi, j'aurais réagi, mais ce personnage, non. Des fois, il y a des trucs où vraiment, objectivement, si on peut dire, la structure vraiment, elle marche pas parce que ça. La phrase en plus, elle marche pas parce que ça. Je pense que les phrases, c'est encore plus simple de dire, Ouais, voilà, c'est pas ta phrase, elle veut rien dire, c'est vrai, quoi, c'est un fait. oui. Donc Oui, ça oui, va. c'est vrai. Mais c'est mais c'est après les choses, les choix plus artistiques où bah, c'est des choix, quoi. Après, chacun fait son truc. Et puis, bah, pour l'éditeur, c'est difficile aussi de corriger sans trahir le style de l'auteur. C'est Mhm. pour ça que le dialogue est vraiment très important et qu'il faut un bon feeling entre les deux. C'est ton premier roman et tout, et tu as l'air d'avoir quand même un contact facile Ouais. avec la personne qui gère l'édition. Donc c'est certainement différent dans d'autres structures, quoi. Il y a des bons et des mauvais retours. J'ai des amis qui ont été édités dans des grandes maisons type Hachette ou des filières Mhm. et avec qui ça s'est super bien passé, un très Ouais. bon rapport aussi. Et je pense que c'est plus une relation humaine que grande ou petite maison. Ça, Oui, c'est ça. Bah, surtout que tu vas être en contact, peu importe la taille de la maison d'édition, je pense, avec une personne, quoi, qui va être oui, c'est attachée ça. à ton projet. Enfin, et il n'y a pas forcément. C'est pareil, là, vu que c'est un projet qui est plus modeste aussi en termes de budget, tout ça, il y a aussi Ouais. quelque part moins de risques. Donc, Oui, c'est c'est peut-être un ça. peu plus. Mm. Vas-y, fais ce que tu veux, et puis on verra, quoi. Donc, il y a peut-être moins d'enjeux aussi à ce niveau-là. Après, pour une maison indépendante ou petite maison, chaque projet est un risque en fait, parce que même si Oui, enfin, à l'échelle de Hachette, par exemple, nous on a imprimé euh, 300 exemplaires, donc c'est pas énorme en termes de chiffres, mais pour une maison d'édition, bah, une petite, c'est beaucoup. comment est-ce que ça marche pour trouver des librairies en fait, quand on dit voilà, c'est dispo dans toutes les librairies, je me dis mais il y a forcément une relation entre libraire et éditeur où le Mhm. libraire a le choix de prendre tel ou tel livre, quoi. Quand on dit disponible dans toutes les librairies, ça veut dire que l'éditeur paye un abonnement pour se retrouver sur le catalogue des libraires. Donc, ça veut D'accord. dire que tous les libraires, si tu en fais la demande, ils peuvent commander le livre sur ce catalogue. Et donc, après, Ah c'est ok. géré avec Hmm. l'éditeur qui l'envoie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est présent physiquement dans toutes les Ouais. librairies. Ça, c'est que possible pour C'est les balèze. grandes maisons. Mais voilà, il y a ce catalogue qui existe. Et ensuite, Ok. pour qu'il soit présent physiquement, bah, une petite maison d'édition, ça va être soit le bouche à oreille, soit les partenariats qu'il met en place avec plutôt du local. Mhm. Donc là, à Strasbourg, il est disponible chez le Camp Frier, qui est une boutique une librairie de manga indépendante et de la culture en général du livre. Mhm. Donc là, c'est parce que bah, on s'est présenté en disant bah voilà, je suis une auteure d'origine de Strasbourg, est-ce que ça vous intéresse? Oh bah oui, on va le mettre en avant, machin, enfin voilà. C'est Ouais. bah pareil, c'est beaucoup de l'humain. La librairie qui est en bas de chez moi à Mâcon, le Cadran Lunaire, bah c'est pareil en fait, c'est parce que bah je suis cliente chez eux, j'achète tous mes livres chez eux Mhm. et bah quand je leur ai dit bah voilà, je sors mon livre bientôt, enfin ah bah tu nous en apportes, on mettra en rayon. Est-ce que tu as vu ou lu des auteurs, autrices qui parlent de comment elles écrivent et qui donnent un peu leur façon de faire et où ça t'a aidé je sais pas, à te discipliner pour écrire ou alors à travailler à tel ou tel rythme? Est-ce que tu as eu des retours comme ça, des témoignages d'auteurs qui disent, moi, je sais pas moi, j'écris tous les matins pendant 3 heures, c'est ma routine, et qui t'ont un petit peu débloqué des choses ou des choses comme ça? Non, pas trop parce que
Je me suis un peu construite en fonction de ce qui m'intéressait. Et puis, j'avais un planning énorme entre le travail, les études, plus les passions, qui fait que je pouvais pas mettre en place une routine particulière et je volais plutôt du temps pour écrire. Donc, de ce point de vue-là, non, pas forcément. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de discuter avec d'autres auteurs sur leurs écrits ou sur les miens, Mhm. peu importe, et de lire des textes d'autres personnes avec un regard critique pour voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui me plaisait ou qu'est-ce qui n'allait pas, et en discuter avec eux. Et souvent, quand tu repères des choses chez d'autres personnes, tu vas les repérer chez toi. Donc, Ouais. si la personne a un tic de langage, est-ce que moi, je l'ai aussi, ce tic-là? Donc, plus dans l'échange et la discussion sur comment écrire, mais sans règles, en fait. Ok, je vois. Et justement, comment est-ce que tu écrivais? Parce que tu dis que tu prenais le temps là où tu pouvais. Comment ça s'est passé ça? Est-ce qu'il y a des longs moments où tu n'écrivais pas? Est-ce que tu arrivais à écrire un petit bout tous les jours? Enfin, comment tu structurais ça finalement? Est-ce que tu jetais les idées et ensuite tu construisais? Ou est-ce que tu disais j'écris vraiment mon nombre de pages aujourd'hui? Et enfin, comment ça marche à ce niveau-là? Ce que j'ai mis en place, c'est euh, essayer d'écrire 100 mots par jour. 100 Ok. mots, c'est un petit paragraphe, c'est quelques phrases. Et ça, c'était mon minimum pour avancer un petit peu chaque jour. Mhm. Donc 100 mots, c'est pas beaucoup, mais tu avances tout le temps un petit peu. Donc à la Ouais. fin, tu as ton roman. Et ça permettait en fait là de mettre un peu de la discipline dans ce que je faisais et de ne pas lâcher l'histoire. Parce Ouais. que au début, j'ai écrit les 3 premiers chapitres. Il y a eu un grand blanc parce que j'étais en fin d'études, donc j'arrivais plus. Et après, avec le travail et les études en plus, c'est là où j'ai mis les 100 mots en place. Le plus difficile, c'est de s'y mettre finalement. C'est Donc, une fois ça. que tu as fait Mm. 50 mots, les 100 voire 150, des fois, ils arrivent Voilà. quoi. Ça peut se Ouais. débloquer assez vite. Il y a des jours où ça veut pas, ça se débloque pas. Le fait d'y revenir tous les jours, t'es tout le temps dans ton histoire. Et même Ouais. quand tu n'écris pas, tu y réfléchis. Moi, il y a beaucoup de moments où les choses se sont débloquées. C'est, tu sais, juste avant la phase où tu t'endors et j'imaginais qu'est-ce que machin. Et oh, mais c'est ça! Et hop, le lendemain, ça Et à ce débloqué. moment-là, est-ce que tu as le réflexe de l'écrire? Est-ce que tu as toujours un carnet ou tes notes Euh, pour vraiment mettre quelques mots histoire de s'en souvenir? Parce que ça m'arrive de alors, perdre des trucs des fois. ouais. Alors, je perds des trucs. Euh, J'essaye de pas trop le faire parce que ça veut dire rallumer la lumière pour écrire. Et pareil sur le téléphone, en fait, le fait d'avoir la lumière du téléphone, ça te réveille aussi. Et après, bon. Donc, j'essaye de pas trop le faire, ce qui fait que des fois, je perds des idées Hmm. et des fois, elles reviennent. Ces idées qui sont perdues, elles reviennent. Un carnet, puis pour écrire trois quatre mots, tu vois, même un Ouais, peu ça, c'est quand même pourris. bien. Mais Hmm. juste d'avoir des petites pistes parce que c'est super frustrant Ouais, si tu perds un truc, quoi. Et donc aussi, ouais. bah, par rapport à l'histoire en elle-même, du coup, comment est-ce que tu l'as construit? Est-ce que tu avais, ok, mon univers c'est ça, mes personnages c'est eux, et on va voir ce qui se passe. Est-ce que tu t'es dit, je sais qu'à la fin du tome 2, en l'occurrence, il se passe ça, à la fin du tome 1, il se passe ça, et je construis vers ça? À quel point tu avais cet aspect, je connais la fin et je tends vers ça, ou alors je découvre en faisant, ce qui peut arriver aussi? Mhm. Alors, c'est un mixte. Je me souviens plus si quand j'ai commencé à écrire, je savais la fin du tome 2. Je ne la savais pas de la même façon que je l'ai construite aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnages, mais je les connaissais pas. Ils sont venus un peu au fur et à mesure. Des surprises aussi. Dès le premier chapitre, on rencontre Sayla, qui est la sœur de Arkane, qui est un personnage tout aussi important. Et pourtant, au début, quand il devait entrer en scène, eh ben, ça devait être un garçon et ça devait être le meilleur ami d'Arkane. Et finalement, en fait, elle s'est construite au fur et à mesure de l'histoire, comme tous les personnages, ils m'ont fait en fait un peu des surprises. Mhm. Donc ça, c'est venu au fil de la plume. Alors la différence avec Ok. l'écriture du tome 2, c'est que je connais déjà mes personnages maintenant. Est-ce que le tome 2 du coup a commencé et est-ce que le tome
Enfin, tu savais dès le départ qu'il y en aurait deux. Est-ce que tu avais la garantie que tu allais faire les deux aussi en termes d'édition? Et est-ce que là, tu es en train d'écrire le deux? Comment ça se passe là-dessus, quoi? Alors, je savais que je voulais le faire en 2 tomes parce que il y avait un moment clé où voilà, ça devait terminer le tome 1. Mhm. Je pense que ça a été une bonne position parce que quand je vois tout le travail que j'ai déjà eu sur le tome 1, je pense que si j'avais fait un tome regroupé dès le départ, je me serais épuisée, je serais peut-être pas allée au bout. Ça aussi, au moment de... Je cherchais pas une maison forcément parce que je me disais, bah, c'est de la fantaisie, etc. Et en plus, c'est en 2 tomes et je voulais pas le faire en un. Donc, Mhm. ça voulait dire que l'éditeur, quelque part, il prenait le risque sur 2 tomes. Donc ça, c'est une des premières questions que j'ai posées à mon éditeur donc avant la signature du contrat, parce que Mhm. il t'envoie enfin, tu lis le contrat, tu réfléchis et tu peux poser toutes les questions que tu veux avant de le signer, évidemment. Ouais. Et donc je lui ai demandé bah, comment ça se passe pour le tome 2. Il m'a dit bah on resignera un contrat, c'est pareil, tu me le présentes. En soi, normalement, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas obligé de le signer. Par exemple, si ça s'est très mal passé sur le tome 1, bah, peut-être que ni l'un ni l'autre n'a envie de continuer. En soi, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, mais bon, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Et ça va se passer comme pour le premier, alors tu vas d'abord tout écrire et ensuite dire voilà, il ressemble à ça, avant de signer quoi que ce soit, quoi. Toujours dans le même Ouais, principe. c'est ça. Je suis en train de d'écrire le tome 2. Donc pareil, c'est 100 mots par jour plus ou moins. Donc Ouais. j'ai commencé à me remettre dans le flow. Et une fois que je l'aurai terminé, je ferai ma première relecture de l'ensemble parce que j'ai des choses à ajuster. Je sais déjà qu'il y a des passages, soit il faut que je condense ou que je décrive un petit peu plus. Et une fois que j'aurai fait mon propre travail de réécriture, je lui envoie pour lecture et correction. Et là, il y aura de nouveau un retour de correction. Et un truc sur lequel aussi que je voulais aborder, le côté couverture, parce que c'est une image, quoi, et donc forcément ça va aussi jouer dans l'appréhension qu'on a du livre et tout ça, rien que en librairie physiquement. Donc la couverture, normalement, c'est le travail de l'éditeur. Donc Ouais. c'est lui qui se charge soit de faire la couverture, soit avec une équipe, un illustrateur, etc. Euh, Là, bon, c'est une maison, une petite maison. Comme je dessinais, en fait, je lui ai proposé de la faire moi. Mhm. Alors, gros challenge, hein. Ça a été énormément de travail et beaucoup de stress de ma part parce que, comme tu le dis, c'est très important dans la communication du livre. Donc, il fallait que ça fonctionne et que j'en sois Ouais. contente aussi 1 an après. Parce que des fois, quand on fait une illustration, on est content au moment T et 3 semaines après, On peut plus ça l'avoir. nous plaît plus. Et je voulais pas avoir cet effet-là parce que c'est mon livre. Je suis fière d'avoir sorti ce livre et je voulais qu'il continue de me plaire dans le temps. Donc Mhm. beaucoup de stress. Donc tu as fait différents Euh, tests en fait, trouver une bonne ouais, composition, les couleurs, les choses, ouais, ouais, j'en ai j'imagine. fait énormément. Ouais. J'ai fait beaucoup de tests au crayon, de composition. J'ai fait des tests de couleurs, des ambiances de lumière. J'en ai fait énormément jusqu'à me lancer sur un grand format, un A3, donc fait Mhm. en traditionnel à l'aquarelle. Là encore, beaucoup de tests à côté, parce que je travaillais mon aquarelle, j'avais des doutes, je faisais un truc à côté, je mettais un bout de calque, voilà, beaucoup de recherches. Et ensuite, une fois que la version traditionnelle était terminée, j'ai travaillé avec une graphiste qui s'appelle Mylène, et on a travaillé en duo ensuite sur le numérique. Mhm. Et voilà, ça fait un travail de fusion en fait. Est-ce que tu as des choses précises à dire là-dessus, de qu'est-ce qui a Mhm. changé? Parce qu'en soi, c'est vrai qu'on voit on voit la ville, il y a le ciel détourne, enfin, qui détourne bien la ville et on voit le texte qui sur le ciel, c'est souvent le truc qui foire, c'est d'avoir un texte Ouais, là où il faut pas, quoi, avec des choses c'est qui ça. s'y superposent. Donc là, voilà, il y a de la clarté en fait dedans. Je pense Mhm. que c'est ça aussi le truc principal. Ouais, exactement. Moi, dans mon illustration de base, la tour était plus haute, mais ça crée un déséquilibre avec le titre qui, si tu le mettais sur le côté, ça penchait. Du coup, elle a redescendu la tour pour le remettre au niveau de la ville, mais elle reste quand même assez volumineuse, enfin, assez imposante. Ça, c'était une volonté. Des éléments d'arrière-plan où j'avais pas travaillé le troisième plan encore qui était Ouais. proche des remparts, ajouter des éléments, voilà, ça. Et puis en plus, tu as choisi de montrer la ville. Bon, après, c'est le titre, mais
Mhm. les personnages, on les voit, ils sont tout petits, alors qu'il y a beaucoup de livres où on mettrait les personnages en gros et tout ça, ce qui est moins souvent élégant, je trouve. Comme mon roman, c'est à plusieurs voix, tous les personnages sont importants à leur niveau. Ouais, Donc, mettre tous les personnages aurait fait très fouillis et manque de clarté. Et Eldora, la ville, c'est un personnage en elle-même. Sur la couverture, on a quand même Arcane et Sayla qui sont en petit sur la tour. Donc, c'est pas un élément très fort, mais c'est un petit détail. Quand on commence à lire, peut-être qu'on se dit, ah, tiens, ils sont là. ouais, Et voilà, cette volonté de montrer la ville, ça a été présent dès les premières idées. Par contre, les premières recherches, c'était une vue depuis l'extérieur de la ville. Donc, on voyait la ville se développer le long de la montagne avec un petit peu de végétation. J'aimais beaucoup ce point de vue, mais elle rentrait un petit peu en opposition avec ce qui était raconté dans le livre. ouais. C'est-à-dire que dans le livre, on est tout le temps à l'intérieur de la cité. Donc, je trouvais que c'était pas, ça allait pas dans le message. Du coup, bon, ça a été un challenge parce que au lieu de le voir de l'extérieur et du coup, tu peux travailler un petit peu moins l'architecture, tu peux faire des petits traits, un peu de flou avec l'aquarelle. Mhm. Là, tu rentres à l'intérieur et tu montes l'architecture. Ouais. Mais j'imagine que la ville joue un rôle important Ouais, dans elle est l'histoire, quoi. importante. Ouais, C'est des retours de lecteurs qui me disaient que c'était un personnage en lui-même parce elle est construite sous une certaine façon que mhm. il y a, c'est un reflet de ce qui se passe dans la partie habitée et on va la découvrir au fur et à mesure avec les personnages. Bah, d'autant que, ouais, du coup, il y a un côté architecture, quoi. Oui, c'est sûr. Du coup, c'est c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais ton domaine de base, quoi, tu as étudié là-dedans et tout ça. Donc Oui, oui. c'est assez Oui, je suis architecte de métier, c'est mon métier ouais. principal. Donc c'est intéressant que tu fasses un roman où ça parle d'une ville, quoi, finalement. Et puis que Ouais, c'est vrai. j'imagine que ça a dû, voilà, ça a dû être intéressant de mêler un peu ces deux trucs-là, quoi, de mêler l'imaginaire à comment construire la ville dans le texte et tout, quoi. C'est pas trop fantaisiste, mais Mhm. ouais, j'ai bien aimé le faire. Et ben, je pense on peut partir sur la gestion de t'écris. Du coup, officiellement maintenant, voilà, t'as un livre édité, ça y est, t'es auteur et tout. Et en même temps, t'as ton métier à côté. Donc tu considères que c'est ta passion et que c'est pas ton métier à part entière. Moi aussi, j'ai 12 milliards de trucs qui Qui rentrent dans mes journées gravite. finalement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, justement, la balance entre les deux, le fait que t'as un travail qui, j'imagine, est à temps plein et que tu fais ça à côté. Juste parler un petit peu de ça, quoi. Comment tu gères ça? Bah, c'est pas toujours évident. Alors, mon métier principal, donc, je suis architecte et c'est aussi Mhm. un métier de passion. Et bah, je l'adore. Enfin, voilà. J'ai pas l'objectif de passer de l'un à l'autre. C'est vraiment un équilibre. Je jongle entre l'écriture et le dessin parce que c'est deux pareils qui sont au même niveau dans ce que j'aime. Quand je rentre du travail, je suis toujours un petit peu fatiguée donc j'ai un temps d'arrêt où soit je vais faire une petite micro-sieste de 15 minutes ou manger un truc, discuter, machin. Et après, si j'en ai envie, c'est toujours une envie, jamais une obligation, je vais écrire ou dessiner. Et là, je termine là actuellement le travail à 17h30. En gros, à 18h20, j'ai fini ma pause entre deux. Et Mhm. après, je fais ma passion jusqu'à 20h à peu près. Et je vais cuisiner avec mon compagnon. C'est notre moment d'échange. On passe la soirée. Et puis après, en fait, je touche plus à mon côté passion à partir de 20h. Donc c'est bien, c'est Voilà. quand même, on sent qu'il y a quand même une structure, quoi. Ouais, C'est ça. Parce que c'est super important pour moi de garder bah, ma part travail, ma part passion et ma part vie sociale. Je veux pas que ouais. l'un soit au détriment de l'autre. Donc il y a cet Ouais. équilibre-là à trouver aussi, Mm. d'avoir justement, toi, tu as un côté stable d'un côté. Je sais pas d'ailleurs, architecte, est-ce que tu travailles pour une plus grosse structure? Est-ce que c'est juste toi, pour toi? Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que c'est aussi pas la même façon de voir la chose. Oui, non, là, je suis dans une agence d'architecture. Donc, j'ai Ouais, quelqu'un au-dessus de moi c'est son agence à lui et moi, je travaille pour lui. Donc, c'est pas non ok, plus, tu as raison, exactement, c'est pas le même investissement. Euh, j'ai pas à gérer moi financièrement l'entreprise. Si j'avais mon agence à moi, euh, il faudrait que je retrouve un nouvel équilibre parce que c'est pas la même ouais. façon de s'organiser.
pense que ton exemple du coup est une bonne chose parce que t'as pas tout quitté pour faire ça par exemple. T'as vraiment tout Mm. à chaque fois fait ça à côté. Et je pense que ça peut Ouais. parler à plein de monde en fait. Le côté je suis étudiant, j'en sais rien moi, je suis étudiant en droit et en même temps j'écris des romans de science-fiction à côté, que les deux sont possibles et que c'est pas obligé d'être ton métier pour que ce soit Ouais. plaisant. Faut voir ce que tu as envie. T'as pas besoin, comme tu dis, de te mettre à 100% dans un truc pour que ça marche. Mhm. Enfin, que ça marche entre guillemets, hein. Je parle pas d'être connu ou des choses comme ça. Je parle juste d'aboutir à la fin de ton projet. Ça prend plus de temps parce que Mhm. forcément, tu as moins de temps à y dédier. Mais c'est pas grave. Ça en prend Ouais, 4 au lieu de 2, bah tant pis. c'est À la ça. fin, t'as réussi. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça va aider les personnes qui voudraient se lancer dans l'écriture. Enfin voilà, tout ce truc-là, comme quoi c'est possible de le faire même en tant que travail à côté. Je mets un lien, donc ben, vu qu'il est disponible, il y a certainement des liens vers des librairies où on peut le voir sur Internet, tout ça. Peut-être aussi vers le Ulule, parce qu'il y a des infos dessus et des trucs comme ça, donc ça peut être intéressant de revoir un peu la campagne, ton Instagram et tout, il y aura une petite liste. Et j'imagine que tu as déjà des retours aussi dessus qui doivent être assez chouettes à voir, quoi, après tous ces moments de travail. Ça me fait plaisir parce que il est en train de vivre dans l'imaginaire d'autres personnes que mon imaginaire. Et pour Mhm. moi, ça, c'est extraordinaire. Merci. Ça Et puis marche. je te dis Bah, peut-être merci à beaucoup de bientôt. m'avoir reçu. C'était un plaisir. À bientôt.